Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Les chaises s'écartèrent. Le plancher cria sous le martèlement des durs talons des hommes. Un tournoiement de jupes fit rougeoyer le milieu de la pièce. Déjà, un caleur de danse annonçait les figures en scandant les syllabes « Saluez votre compagnie! Balancez vos dames! » Le bruyant cotillon s'ébranla. « Vire à gauche! » Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Maude Bouchard-Dupont, historienne et animatrice. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette entrevue sur les ondes de Radio Ville-Marie pour cette édition hebdomadaire de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Je ne sais pas si vous avez reconnu, chers auditeurs, auditrices, la citation lors de notre entrée en ondes. Il s'agit du roman Le Survenant de Germaine Guèvremont. Cette scène décrit avec justesse une veillée improvisée où les garçons du chenal, contrairement aux survenants, sont guère habitués à danser le cotillon. Cette entrée en matière est parfaite pour notre entrevue d'aujourd'hui avec Olivier Paré, historien et directeur artistique de l'École de danse traditionnelle des Mutins de Longueuil. Notre invité nous parlera des recherches qu'il a effectuées pour son livre « Apparaître » sur l'histoire de la danse traditionnelle au Québec. Bonjour Olivier. Bonjour Maude. Merci d'être avec nous pour cette émission. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Donc, premièrement, comme historien ou historienne, trouver les sources, c'est vraiment notre pain quotidien. Pour documenter la danse traditionnelle, est-ce qu'il y a des sources littéraires comme Le Survenant sont à prendre en considération? Certainement. C'est d'ailleurs une des sources les plus importantes parce que c'est rare qu'on va aller dans des détails, dans des sources plus formelles, traditionnelles. Donc, on va avoir des listes de danses parfois dans des programmes de bals, etc. Sauf qu'on ne nous dira pas grand-chose sur les danses en question, sur comment elles sont exécutées, sur qui participe. Alors que dans la littérature, ben là, on va décrire avec beaucoup plus de détails ce qui se passe pendant la soirée. On va avoir des informations aussi sur des fois, on utilise la danse traditionnelle pour faire évoluer l'histoire. Donc, des fois, il y a des intrigues amoureuses à travers tout ça, donc qui se jouent pendant les danses, etc. Et on va avoir toutes sortes de détails qui se retrouvent dans la littérature. Puis aussi, ben, on parle du Survenant, un classique de la littérature du terroir. Mais donc, depuis très longtemps, il y a des scènes comme ça dans la littérature canadienne-française. Donc, dans les premiers romans là, des années 1830-1840, on va avoir des scènes où on exécute, où il y a des danses qui sont exécutées. Et puis, à la lecture de tous ces extraits-là à travers le temps, on voit aussi dans l'imaginaire des auteurs, des autrices, quelles sont les danses qui se font en campagne à ce moment-là, au moment de l'écriture. On a même des fois des données historiques là-dedans, comme par exemple dans un roman de Pamphile Lemay. Il écrit à la fin des années 1870, mais son histoire se passe en 1850. Et là, le narrateur va dire, à cette époque-là, dans les campagnes, on ne connaissait pas encore le quadrille des Lanciers, le Calédonia. Donc, il est en train de nous dire finalement qu'il est en train de nous donner des dates importantes sur ce qui se passe en campagne. Puis souvent, on n'a pas beaucoup de sources, là, de sources écrites sur carrément les traditions populaires, surtout en milieu rural. Donc oui, des sources absolument cruciales pour l'histoire de la danse traditionnelle. Avant d'aller plus loin sur le sujet, revenons même un peu à la base. Qu'est-ce qu'on entend premièrement quand on parle de danse traditionnelle? Qu'est-ce qui est vraiment traditionnel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on a une définition, Olivier? La réponse, c'est qu'on a beaucoup de définitions sur ce sujet et les gens ne sont pas en accord nécessairement avec toutes les définitions. Il y a beaucoup de définitions qui insistent sur le caractère paysan parce que c'est des danses qui sont issues de la société traditionnelle et donc l'espèce de contexte urbain ferait en sorte que les danses ne seraient pas considérées. Pour moi, c'est une définition qui est peut-être un peu trop stricte. Pour moi, ce qui est une danse traditionnelle, c'est une danse qui se transmet à travers la tradition orale.
orale depuis plusieurs générations dans un espace géographique donné ou dans une communauté culturelle donnée. Et c'est une danse dont on a un peu perdu la source, étant donné que ça fait longtemps qu'elle est entrée dans les rituels de la vie quotidienne à l'intérieur de cette société-là. Donc, les gens ne la font pas un peu... c'est pas tant une performance que ça fait partie d'une année type dans la vie des gens, au même titre qu'une recette qu'on referait à Noël, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très intimement lié à la transmission orale pour moi. Et donc, quelque chose peut devenir traditionnel. Quelque chose peut entrer dans la tradition et tranquillement se faire une place. Et aussi, il y a un aspect de création communautaire à ça. C'est-à-dire que une danse traditionnelle, souvent, n'obéit pas à des règles très strictes, alors que, par exemple, une danse qu'on ferait dans des bals ou dans l'aristocratie, ben là, il faut absolument respecter l'ordre de toutes les figures, etc. Alors que la danse traditionnelle, elle, c'est un peu une création collective au sens où si dans la communauté donnée, on affectionne telle figure plus qu'une autre, ben on va enlever celle qui est moins intéressante. Donc, c'est quelque chose d'un peu moins rigide et qui fluctue dans le temps. Donc, c'est un peu la définition que moi, je me donne là, d'une danse traditionnelle. Excellent. Dans vos recherches, c'était quoi votre champ d'intérêt? Est-ce que vous avez étudié les danses autochtones? Est-ce que vous avez vu des influences de ce côté-là, si on parle plus de la communauté canadienne? Quelle est la première danse traditionnelle au Québec? Est-ce que vous pouvez la nommer? C'est une question très difficile. Du côté des danses autochtones, on a beaucoup d'informations là-dessus, surtout au début de la colonie, quand on va voir les missionnaires qui vont venir visiter le Canada, qui vont se mettre à décrire les mœurs, les coutumes des peuples autochtones. Donc, on a beaucoup de descriptions de ces danses-là qui existent. Ceci dit, au niveau de l'influence sur les danses, là, ça devient plus compliqué parce que les Français, étant donné... vous savez, si on avait des récits de voyage de gens qui visitaient la Nouvelle-France puis qui regardaient les habitants canadiens-français danser, on aurait peut-être plus de sources. Mais les Français parlent très peu de ce qu'eux vont faire comme danse. On a très, très peu de sources à ce sujet-là. De ce qu'on constate avec ce qui a été vu plus récemment, donc ce qui est possible de voir dans les sources, il y a très, très peu d'influence autochtone sur les danses. Ceci dit, comme on le sait, il y a eu beaucoup d'influence autochtone sur d'autres aspects de la culture traditionnelle. On peut penser aux costumes traditionnels avec des choses comme les mocassins, la technique de la ceinture fléchée, par exemple, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup d'échanges de ce côté-là. Aussi, au niveau de la cuisine, c'est des choses qui ont eu beaucoup d'influence là, entre les deux. Au niveau de la danse, on a très peu de choses. On sait qu'il y avait, dans certaines régions éloignées, des danses traditionnelles qui allaient imiter des scènes de rencontres avec des Autochtones ou qui allaient imiter des scènes de chasse. On a une danse du caribou, par exemple. Donc, il y a peut-être des petites influences comme ça. Et aussi, l'autre chose qui est intéressante, c'est que dans les postes de traite, donc des compagnies comme la Compagnie de la baie du Thon, etc., il y a énormément d'échanges culturels qui se produisent dans ce contexte-là, pas seulement avec les Français, mais aussi avec tout le monde qui participe à ce commerce-là. Donc, c'est vraiment un terreau fertile pour toutes sortes d'échanges, mais en général, assez peu d'influence des danses autochtones. Excellent. Si on reste toujours en Nouvelle-France, on a la description de grands bals de l'intendant, notamment via des sources comme Madame Bégon, par exemple. Est-ce que ça entre un peu dans la description d'une danse traditionnelle? Est-ce qu'il y a, à cet égard-là, une forme d'influence de la danse des élites vers celle des classes plus populaires, par exemple? C'est une excellente question. Madame Bégon, oui, elle va nous parler en grand détail des bals. Alors, Madame Bégon, elle nomme, en fait, la danse qui est la plus nommée dans toutes les sources de la Nouvelle-France, c'est le menuet. Le menuet, on en entend parler, c'est une danse qui est apparemment exécutée très, très fréquemment dans les bals de l'époque, mais qui est aussi présent dans les publications. Si on regarde en France, les manuels de danse de l'époque vont beaucoup parler du menuet. On parle du cotillon, on parlait du cotillon
dans le livre de Germaine Guèvremont. C'est une danse qui date du début du 18e siècle. Et bien qu'on n'ait aucune preuve écrite que ça a été pratiqué au Québec, ce serait très logique parce que les bals essaient de recréer un peu ce qui se produisait à la cour en France. Et donc, à l'époque, le cotillon, c'est une danse très, très, très populaire en Europe à l'époque. Donc, très, très probable que ça a été aussi pratiqué ici. Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, ces danses-là sont de nature traditionnelle? J'hésite à dire oui parce que c'est des danses qui sont apprises dans des contextes très formels. Alors, à Montréal, dans les grandes villes, il y a des maîtres de danse qui œuvrent, qui ouvrent des écoles à partir du 18e siècle et qui vont donc enseigner aux plus fortunés dans les villes la danse au même titre qu'on enseignait un peu les bonnes manières. Donc, c'était des prérequis pour faire partie de la vie sociale de l'aristocratie à l'époque. Et donc, ces danses-là ne sont pas encore, à mon avis, traditionnelles. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'après la conquête britannique, on va avoir des gens qui vont visiter le Bas-Canada, qui vont aller voir des noces canadiennes-françaises, des choses comme ça. Et on va noter qu'est-ce qu'ils dansent et qu'est-ce qu'on voit là? Ben, le menuet, le cotillon. Et donc, clairement, les danses de l'aristocratie vont tranquillement aussi être intégrées dans le répertoire d'autres classes sociales. Et donc, des danses qui peut-être à l'époque de Madame Bégon étaient des danses de la cour ou des danses un peu mondaines vont finir par être adoptées aussi par d'autres classes sociales dans d'autres contextes aussi. Et donc là, on va voir à ce moment-là cette transformation-là des danses vers quelque chose d'un peu plus traditionnel. Bien sûr, quand on parle de danse, c'est difficile de passer à côté de la musique, hein, des instruments qu'on va jouer lors de ces fameuses danses-là. C'est le clou de la chose. Est-ce qu'on avait une idée de ce qui se jouait à l'époque de la Nouvelle-France dans les soirées dansantes? Quel genre d'instruments était joué ici? C'est une bonne question. Si on pose la question dans un contexte, par exemple, en France, on peut s'imaginer le clavecin, qui est l'instrument de prédilection au 17e, 18e siècle, le violon, définitivement. Dans le contexte français, on a plein de partitions musicales qui ont été retrouvées, alors qu'ici, en Nouvelle-France, on a très, très peu d'informations sur la musique de danse en particulier. Ceci dit, il y a eu un manuscrit qui a été retrouvé à Trois-Rivières, un manuscrit qui daterait là, carrément de la conquête britannique, là, donc au début des années 1760, qui s'appelle le Livre de contredanse avec figure. Et c'est un manuscrit qui non seulement explique des danses à la mode, donc des cotillons, des contredanses françaises, comme on appelle, mais aussi qui va fournir des partitions donc pour exécuter ces différentes danses-là. Et il y a un projet assez exceptionnel d'un historien de la danse traditionnelle au Québec qui s'appelle Pierre Chartrand et ils ont recréé avec leur compagnie de danse un peu les danses de ce manuel-là, avec à la flûte là, la mélodie qu'on retrouve dans le manuel. Donc oui, on peut peut-être entendre un extrait. Là, oui, absolument. Il y a une grande question aussi que je me pose. Est-ce qu'on a le droit de danser en Nouvelle-France? Au mariage, à Mardi Gras, est-ce que le clergé s'en mêle? Est-ce que c'est autorisé de danser? Est-ce que c'est quelque chose qui est réprouvé?
Alors, au niveau, certainement, on dansait. On a des sources qui nous en parlent. Juste après la conquête aussi, on va avoir des gens qui vont décrire, par exemple, pour parler du Mardi Gras, ben, on a des exemples dans une source là, des années 1770 qui nous parle que les Canadiens français, les habitants dansent, oui, à l'occasion du Mardi Gras, dansent à l'occasion des noces. D'ailleurs, qui vont nous décrire qu'il y a un violonneux très mauvais sur les lieux. Donc, on va retrouver ça beaucoup dans des récits de voyage d'Anglais ou d'Américains qui se présentent au Québec. Donc, on avait le droit, là où le clergé va s'en mêler, c'est beaucoup à l'arrivée de nouvelles danses dans les années 1820-1830, où là, on va voir ces danses-là arriver et elles vont être vraiment considérées comme des danses indécentes. Ce sont des danses comme la valse, la polka, etc., qui vont vraiment faire sourciller les membres du clergé au point où on va carrément l'interdire. Et c'est là que les sources vont être difficiles à trouver parce que les gens étaient très peu à l'aise avec cette idée-là. Mais avec l'arrivée de ces nouvelles danses-là, c'est ça qui va vraiment créer la polémique. Mais à ce moment-là, on est un petit peu plus tard dans l'histoire. Là, on est sous le régime britannique. Mais oui, parce que si on revient à la conquête, bon, il y a les Anglais qui arrivent, on peut penser aux Irlandais, aux Écossais aussi. Ils vont certainement amener avec eux d'autres danses qui ne sont pas connues nécessairement ici. Absolument. Il est possible qu'on dansait des danses anglaises avant la conquête, parce qu'en France, à la même époque, on faisait aussi du répertoire anglais à la cour française. C'était la grande mode, les contredanses anglaises. Chose certaine, dès l'arrivée des Britanniques, j'inclus là-dedans toutes les îles britanniques, donc les Écossais, les Irlandais, il y a un nouveau répertoire qui arrive dans la province, et on le sait notamment grâce à une source assez spectaculaire, c'est un procès en 1766, il y a un homme qui se fait attaquer sauvagement dans sa résidence à Montréal. Et cet homme-là fait partie un peu de la nouvelle bourgeoisie marchande anglophone naissante. Et on a le verbatim de ce procès-là. Et il y a plusieurs témoins qui vont se défendre de n'avoir rien à voir avec ça parce qu'ils étaient à une soirée dansante chez un des membres là, de la société. Et donc, dans le verbatim, on va leur demander carrément avec qui vous dansiez. Donc, on sait qu'ils faisaient des danses en couple. Et on sait aussi, il y a une des dames qui dit English country dances, donc les contredanses anglaises, qui sont des danses en colonne pour la plupart. Donc, une colonne d'hommes face à une colonne de femmes qui travaillent ensemble. Donc, ce sont des nouvelles danses, possiblement. On n'a pas beaucoup de sources en Nouvelle-France pour le savoir, mais chose certaine, oui, ces danses-là vont arriver à ce moment-là. Il y a des maîtres de danse aussi qui arrivent. Et autrefois, on avait des maîtres de danse français dans les grandes villes, mais là, soudainement, on va avoir des noms anglais qui vont ouvrir des écoles et dans leur programme de cours, on va avoir les Irish Jigs, les Scotch Reels, que nos ancêtres canadiens-français appelaient les casse-reels. Donc, c'est toutes des nouvelles danses qui vont rapidement être intégrées et dont on va avoir des restants, si on veut, qui vont donner une descendance, finalement. Donc, aujourd'hui, dans plusieurs régions du Québec, les danses traditionnelles sont directement d'influence écossaise, irlandaise ou anglaise, probablement pratiquées depuis assez longtemps là, dans le répertoire. C'est fascinant. Est-ce que les Anglais vont amener des nouveaux instruments de musique aussi? Les Anglais, ben, du moins durant le régime anglais, ce qu'on va avoir, c'est des nouvelles mélodies. Aujourd'hui, le répertoire musical traditionnel, c'est presque entièrement des airs irlandais ou écossais. Donc ça, c'est clair que les mélodies sur lesquelles on va exécuter les danses vont changer. Aussi, ben, ça coïncide avec l'arrivée du piano. Donc, il y a de plus en plus, c'était les femmes hein, souvent qui jouaient le piano, qui avaient cette éducation-là musicale dans les maisons. On va voir arriver aussi avec les Anglais les journaux au Québec. Et dans les journaux apparaissent des nouvelles annonces d'importateurs d'instruments de musique qui étaient souvent issus de la communauté allemande et qui vont œuvrer dans les grandes villes et qui vont justement annoncer qu'ils ont des pianos forte à vendre, etc. Donc, on va avoir là, certains nouveaux instruments comme ça qui vont entrer dans la tradition. On peut penser aux percussions aussi,
comme les cuillères, qui nous viennent possiblement des Irlandais, et toutes sortes, le tambour irlandais aussi qui va être, qui arrive. Donc clairement, l'ambiance sonore musicale va changer. D'ailleurs, si vous voulez entendre un extrait, on a un des airs qui est les plus fréquents, les plus répandus dans le folklore québécois, s'appelle le Money Musk. Ça vient d'une des vieilles mélodies écossaises des îles britanniques. C'est assez connu un peu partout à travers la planète aussi où il y a eu de l'immigration des îles britanniques. Donc, assez intéressant cet air-là. Parfait. Donc, on va s'arrêter justement pour quelques minutes pour écouter la musique qu'on pouvait entendre lors des soirées dansantes au 18e et 19e siècle. Nous revenons donc dans quelques instants à notre entrevue avec l'historien et le directeur artistique de l'École de danse traditionnelle des Mutins de Longueuil, Olivier Paré. Rebonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maude Bouchard-Dupont. Nous sommes de retour à notre entrevue sur la danse traditionnelle au Québec avec notre invité Olivier Paré. Donc, nous allons faire un petit tour d'horizon pour cette deuxième partie. La danse traditionnelle est bien documentée dans de nombreux pays, notamment en Europe de l'Est. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est documenté, cette danse traditionnelle? Et qu'est-ce qui est vraiment différent ici? Oui, de il y a notre côté? beaucoup de choses qui sont différentes, notamment, oui, dans plusieurs pays, les danses traditionnelles sont très, très bien documentées. On peut penser, je pense à la Hongrie rapidement comme ça, où on a carrément des répertoires accessibles en ligne de toutes les collectes ethnographiques. Donc, une collecte, c'est
C'est quelqu'un, par exemple, qui se présente dans un village donné et qui va carrément noter tous les pas de danse qu'il va observer auprès des populations locales avec l'arrivée de la caméra vidéo. Donc, on va avoir des vidéos aussi de ça, des enregistrements aussi des chants traditionnels, etc. Donc, dans certains pays, tout ça est dans des bases de données en ligne, facilement consultables, classées par région, par groupe culturel, par époque, par le collecteur, la communauté, etc., etc. Donc, c'est très, très, très mis en valeur. C'est très célébré aussi. On a beaucoup d'ensembles traditionnels aussi qui vont réutiliser ce matériel-là. Il y a des pays comme dans le sud de la Pologne, par exemple, où presque tous les villages ont un ensemble folklorique, même des villages de 2-3 000 habitants, ben, tous les jeunes du village passent par là. Il y a même des pays où la danse traditionnelle est enseignée à l'école, qui fait partie du curriculum, comme au Mexique. Les jeunes à l'école, je pense que c'est dans le cadre de leur cours d'éducation physique, peut-être, doivent apprendre les danses de l'État dans lequel ils habitent. Aux Philippines aussi, on va avoir tout un répertoire de danse traditionnelle. En Argentine, des choses comme ça. Ici, la danse traditionnelle a été un peu mise de côté, surtout depuis les années 1980-1990. On a eu des initiatives comme la Soirée canadienne, par exemple, cette fameuse émission où on voyait des personnes, surtout des personnes âgées, qui faisaient les danses de leur village, etc. Donc ça, c'est en quelque sorte un petit peu comme une collecte ethnographique où on va voir des gens faire leur répertoire. Ceci dit, la majorité des gens qui ont fait de la collecte de danse traditionnelle au Québec l'ont fait beaucoup plus tard qu'en Europe et beaucoup plus tard qu'à certains endroits. Donc, toutes les vieilles danses dont on parle depuis tout à l'heure, le menuet, etc., ben, on n'a pas de collecte de ça. Non, on a des danses beaucoup plus récentes. Donc, déjà, une partie de la réponse, c'est que notre répertoire qu'on connaît très bien au Québec des danses traditionnelles est assez récent. Et la deuxième chose, c'est que nos collectes ne sont pas... sont très difficiles à trouver. Elles sont éparpillées dans des archives qui sont parfois difficiles à obtenir ou qui sont parfois tout simplement pas classées encore. Certaines danses ne sont que dans la tête de calleurs et calleuses qui se partagent ce répertoire-là. C'est de la tradition orale, c'est normal, mais aussi, on n'a pas ce même rapport peut-être d'urgence de préserver ces danses-là. Donc, c'est vraiment un travail sur lequel je me suis concentré, d'essayer de remettre ensemble toute l'information qui est dispersée et parfois très difficile d'accès. Et parfois, on tombe par hasard sur quelque chose. Mais donc, je dirais que la grande différence entre nous et plusieurs autres pays dans le monde, c'est qu'ici, on dirait qu'on n'a pas encore ce désir-là de mettre en valeur ce patrimoine-là, ou du moins, on n'a pas d'effort de rassembler toutes les sources ensemble. Donc, le livre que je suis en train de rédiger se veut un peu une réponse à ça. Puis un besoin que moi, j'avais en tant que danseur traditionnel de comprendre d'où tout ça venait, de voir les liens entre les différentes danses, les liens entre l'histoire du Québec, puis comment nos danses traditionnelles ont évolué. Donc, c'est un peu ça là, que je me concentre à faire. Tout qu'un défi, ça, c'est certain. Ah oui. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu qu'est-ce qui était les danses populaires à Montréal après la conquête? Ah oui, alors après la conquête, ben, les premières sources qu'on a sur ce qui est dansé à Montréal, c'est le fameux procès dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les contredanses anglaises vont être assez populaires vers la fin du 18e siècle, début du 19e. On a des sources dans les journaux qui vont parler des grands bals, parfois à Montréal, souvent à Québec, au Château Saint-Louis, où les gouverneurs vont faire des bals costumés. Il va beaucoup avoir des bals dans les baraques militaires, dans les installations militaires, et souvent dans les journaux, on va nommer les choses. Et quand on regarde qu'est-ce qui est dansé dans les grandes villes à l'époque, ben, c'est assez similaire à ce qu'on aurait pu danser dans des grandes villes en France, en Angleterre à la même époque. Donc, on suit la mode de ce qui se passe en Europe. Quelles danses vont apparaître? Eh bien, on a le quadrille qui arrive dans les années 1810 au Québec. Le quadrille, c'est une danse à 4 couples, donc 4 couples qui dansent ensemble, et c'est les couples qui se font face dans un carré, qui travaillent ensemble dans
le quadrille. C'est des danses très longues, hein, ça pouvait durer jusqu'à 30 minutes, un quadrille, divisé en plusieurs parties. Chacune des parties était faite sur une musique différente. Donc, le quadrille, là, c'est la danse urbaine qui va dominer les bals au Québec jusqu'à la fin du 19e siècle. Il va y avoir toutes sortes de quadrilles qui vont être composés par des maîtres à danser en Europe, qui vont être ensuite enseignés au Québec dans des écoles de danse. Donc, le quadrille, ça, c'est un incontournable. On a aussi des danses de couple, comme la valse, qui arrive au Québec à partir de 1817. Donc, ça, on sait grâce à une annonce d'ouverture d'école de danse par deux enseignants qui reviennent de Paris et qui ont été apprendre les rudiments de cette danse-là. Donc, on a la valse qui arrive et plusieurs autres danses de couple qui font scandale à l'époque parce qu'on se tient par la taille. Hein. Ça, c'est la nouveauté de l'époque. Donc, là-dedans, il y a la mazurka, la polka, la scottish. Donc, ce sont tous des danses en couple où les couples tournent dans un espèce de mouvement circulaire autour de la pièce. C'est des danses qui étaient quand même faciles aussi à exécuter, donc ça va contribuer à leur popularité. Plus tard, au 19e siècle, on va avoir des variantes du quadrille qui vont être composées parce qu'on commence un peu à... Ça devient redondant de danser toujours les mêmes danses et on va commencer à faire des mélanges entre le quadrille et les danses de couple. Donc, on va insérer des sections de valse dans certains quadrilles. On va appeler ça le valse-quadrille. Donc, on va commencer à faire des hybrides à la fin du 19e siècle. Et ces danses-là de la fin du 19e siècle, ben, on va les retrouver dans les maisons un peu plus tard à Montréal pratiquées. Donc, dans les rares collectes qu'on a de danses traditionnelles à Montréal, ben, les danses des bals qu'on retrouve dans les journaux, comme celle-là, ben, on va les retrouver plus tard dans les salons de Monsieur, Madame, tout le monde, finalement. Donc, ils vont avoir eu une longévité quand même assez impressionnante. Et puis, une autre danse qui est un classique, ben, c'est les danses solo, donc la gigue, surtout la gigue qui est le résultat du mélange des danses de pas des îles britanniques. À Montréal particulièrement, on a un style de gigue qui s'appelle la valse clog et qui vient d'un type de danse typiquement anglaise, donc qui serait peut-être le résultat de la présence de la communauté anglaise, donc britannique, à Montréal. Donc la valse clog, c'est une danse particulière là, à la métropole. Fascinant, fascinant. Est-ce que chacune des régions, vous pensez, avait une forme de danse traditionnelle ou comme on peut voir dans certaines régions d'Europe? Est-ce que certains vont, comme des régions plus isolées, vont avoir leur danse à eux pendant plusieurs décennies? On peut penser au Lac-Saint-Jean ou à l'Abitibi, là, ils sont assez isolés. Est-ce qu'on a une particularité régionale au Québec? Il y a des particularités régionales et elles sont beaucoup liées aux vagues d'immigration et de migration intérieure. C'est super intéressant l'histoire des régions éloignées quand on regarde les danses traditionnelles parce que souvent, juste à l'observation de la danse traditionnelle, on peut deviner quelle communauté culturelle était dans cette région-là et comment ça a influencé le répertoire. Ce qui est intéressant, par exemple, on va prendre l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la région de Charlevoix, juste un petit peu plus bas, donc plus proche de la ville de Québec, les danses qui ont été retrouvées, par exemple, à l'île aux Coudres, sont clairement d'influence écossaise. Et beaucoup de danses sont d'influence écossaise, alors que si on regarde les chiffres, par exemple, de la proportion de personnes d'ascendance écossaise, ne sont pas nécessairement très impressionnants dans cette région, ou qui est reconnue d'ailleurs pour pour être le berceau comme la communauté canadienne-française de souche, là, un peu si on veut. Mais si on remonte à l'histoire, juste après la conquête, ben, la seigneurie de ce qui est aujourd'hui la Malbaie est donnée à des régiments écossais qui avaient participé pendant les guerres de la conquête, et on a des familles écossaises donc qui débarquent dans la région, et comme il n'y avait pas beaucoup de femmes écossaises dans tout ça, c'était des militaires qui recevaient des terres, ils vont se marier avec des Canadiennes françaises. Et probablement que les danses écossaises, à ce moment-là, vont se passer de génération en génération. Il y a même une voyageuse dans les années 1930 qui se présente, qui écoute les airs de violon et qui va reconnaître des airs de cornemuse, des airs traditionnels écossais, mais qui avaient été transformés au fil des années. Et donc, ben, dans la région de Charlevoix, on a des danses très, très spécifiques, mais qui sont liées avec cette histoire d'immigration-là. Et
Et le Saguenay a surtout été peuplé par des gens qui venaient de Charlevoix. Donc, on va voir un lien très clair entre les danses de Charlevoix et du Saguenay à travers ces vagues-là. Mais aussi, les gens de Charlevoix qui ont peuplé Charlevoix, beaucoup venaient de la ville de Québec. Donc, si on recule comme ça, on peut vraiment faire la généalogie à travers les mouvements migratoires d'une région à l'autre. Même chose dans d'autres régions isolées, on peut penser à la Gaspésie, par exemple, où carrément chacun des villages étaient relativement isolés les uns des autres. C'est des villages côtiers. Un village pouvait être peuplé par une communauté irlandaise protestante, par exemple. Le village d'à côté pouvait être à majorité acadienne, hein, les Acadiens qui se sont installés là, sur la péninsule. Et donc, deux communautés peuvent avoir un répertoire dansé complètement différent en raison des influences qui vont y avoir là. Je parlais avec une calleuse récemment de la Gaspésie, puis elle me disait, on parlait d'une danse, puis elle me disait, est-ce que tu veux apprendre la finale protestante ou la finale catholique de la danse? Hein, donc, on voit clairement que la présence des communautés culturelles va vraiment influencer comment on danse certaines choses, les positions des bras, ça peut aller jusqu'à la musique. Donc, oui, c'était vraiment intéressant là, de ce point de vue-là. Fascinant, fascinant. Est-ce qu'il y a des sources visuelles, on peut penser à des dessins, des peintures, des photographies qui nous permettent de mieux décrire les danses traditionnelles, mais aussi les costumes que l'on porte à l'occasion d'une soirée dansante? Il y a plusieurs sources visuelles. On peut penser à la fin les premières sources là, qui montrent des soirées dansantes, c'est après la conquête britannique. Donc, on peut penser à Georges Herriot qui va nous montrer, par exemple, la danse ronde des Canadiens. Donc, ça, c'est une danse, comme ça l'indique, en rond. On va voir plusieurs personnes dans ce tableau-là porter, par exemple, le manteau, là, le capot traditionnel avec une ceinture de couleurs, la fameuse ceinture fléchée. Donc, on voit beaucoup de cette iconographie-là qui va apparaître. On a aussi une peinture qui s'appelle Le Menuet des Canadiens, justement. Donc, on voit une scène d'intérieur dans une maison cossue qui nous donne une bonne idée là, de comment les gens sont habillés, de qui est en présence aussi. Un petit peu plus tard, on va voir James Duncan, Cornelius Krieghoff qui vont faire d'autres peintures qui s'intéressent aux mœurs canadiennes-françaises. À travers tout ça, c'est rare qu'on voit apparaître des danses de grands groupes dans ces peintures-là. On va souvent voir 2 ou 4 danseurs maximum en train de un peu émécher avec les pieds dans les airs. Des fois, c'est difficile d'identifier quelle danse on est en train de regarder là. Des fois, on peut se demander est-ce que le peintre connaissait assez bien les danses pour les représenter fidèlement ou est-ce que c'est juste une suggestion? Cependant, il existe des danses qui se faisaient à pas beaucoup de personnes. On peut penser à la gigue, qui était une danse solo, mais qui se faisait parfois à 2 personnes, comme un espèce de concours ou une compétition. Donc, c'est possible que ces tableaux-là nous aient montré ça. Plus tard encore, vers la fin du 19e siècle, on a d'autres illustrateurs, Henri Julien, Edmond-Joseph Massicotte, qui vont représenter des scènes traditionnelles et qui contribuent aussi là, à notre connaissance de cet univers-là, dont on n'a pas beaucoup de sources qui nous montrent là, carrément visuellement de quoi ça pouvait avoir l'air, là, une soirée de danse. Mais oui, donc il y a plusieurs sources de nature visuelle qui peuvent nous aider à mieux comprendre l'habillement puis l'ambiance de ces soirées-là. Je me questionne, est-ce que, par exemple, parce que ici, je pense aux journaux, par exemple, qui nous parlent, qui vont justement publier des feuillets musicaux qu'on peut reproduire à la maison. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des fois des danses, une nouvelle danse qui arrive à Montréal, voici les pas, qui pourrait nous donner une description assez intéressante, par exemple? Certainement. Alors, Oui. ce qu'on va voir dans les journaux, c'est beaucoup des magasins de musique qui ont pignon sur rue à Montréal ou à Québec ou à Trois-Rivières, ou même parfois plus loin, dans d'autres petites villes plus régionales, et qui vont annoncer, en fait, c'est très, très fréquent de voir ça dans les journaux, surtout à partir des années 1840-1850, qui vont dire les nouvelles contredanses de l'année ou nouveaux quadrilles. Il y en a même qui vont être composés au Québec, donc sur des sujets canadiens. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé du quadrille comme une danse en plusieurs parties, et chacune des parties a une mélodie. Donc, dans les années 1850-1860, on va commencer à composer des quadrilles dont chacune
des parties va être composée sur des chansons traditionnelles, donc des airs de chansons comme À la Clairefontaine, des choses comme ça. Donc déjà à ce moment-là, on commence à avoir cette conscience-là de notre répertoire folklorique. On va commencer à composer des danses et beaucoup de ces partitions-là vont, à travers la partition, avoir des indications. Ça va dire ici, vous tournez, ici, les femmes font un moulinet à la main droite, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare ces anciennes partitions-là qui étaient vendues, donc on a l'information dans ces sources-là. Par exemple, les nouveaux quadrilles tels que Danser à Paris, bon, sont publiés. On les a peut-être pas dans nos archives, mais ils sont là sur le web. C'est possible de les lire. Et quand on compare les figures qui sont décrites dans ces partitions-là et les danses qui ont été observées peut-être 100 ans plus tard par des ethnologues dans les années 1950, ben, la danse a changé, mais on la reconnaît. Et on reconnaît à partir de cette source-là que clairement la danse a été un peu transformée par les années, par les générations, mais tout de même, elle a cet ancrage-là dans ces danses originelles là, qui étaient composées pour les bals, pour les grands événements. Quand on pense à la fin du 19e siècle, on pense en fait à... Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est vraiment le regain d'intérêt pour le terroir. On peut penser aux contes et légendes qui ont été répertoriés par Honoré Beaugrand, par exemple, et sa fameuse chasse-galerie, par exemple. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont mis par écrit à partir de la fin du 19e siècle. Ça va continuer par la suite. Est-ce qu'on voit certaines danses traditionnelles qui sont répertoriées de cette époque-là? Alors, ça, c'est une grande question et très peu est la réponse, pour plusieurs raisons. Alors oui, il y a un grand regain. C'est le début, en fait,
si on peut appeler ça la science folklorique au Québec. C'est la première fois où on va avoir des gens, surtout des urbains, là, des gens dans le contexte urbain, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de contact avec la société traditionnelle, entre guillemets, si on veut. Et ils vont commencer à s'intéresser là, justement c'est aussi l'époque où la conscience nationale auprès des Canadiens français est en train de se former. On cherche des ancrages peut-être, on cherche des éléments qui nous distinguent, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se pencher et là-dessus, pas nécessairement sur les danses. On va beaucoup regarder les légendes, les contes, les chansons traditionnelles. Mais entre nous, tout ça est très facile à retranscrire. Hein. On entend la légende, on peut l'écrire, on entend la chanson. Si on connaît un peu la musique, on peut transcrire même la partition de ce qui nous est chanté. Mais ceci dit, retranscrire une danse quand on n'a pas de caméra, ça peut représenter tout un défi. Et aussi, nos danses traditionnelles, c'est des danses qui, comme on l'a vu tantôt, viennent souvent des danses de l'aristocratie. Donc, c'est des danses qui sont compliquées. Que c'est pas pour rien qu'on a besoin d'un caller, hein, des personnes qui nous disent les figures, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de figures. C'est très, très complexe. On s'imagine quelqu'un qui n'était pas nécessairement en contact avec ces danses-là, de devoir tout retranscrire ce que tout le monde fait dans le carré. Il y a 8 personnes qui font des choses différentes en même temps. Avec, par exemple, une seule observation, c'est presque une tâche impossible. Donc, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on ait des collectes précises de danses traditionnelles. Ceci dit, il y a déjà quelques informations qui vont nous arriver à partir du 19e. Dans les collectes de chansons, on va collecter ce qu'on appelle les danses rondes, qui sont des rondes chantées, donc où les gens se tiennent par la main en grand cercle et vont chanter une chanson, mais tout en bougeant, donc en se déplaçant dans le cercle. Et souvent, ces rondes chantées-là tirent leurs origines de la France, mais d'il y a très longtemps, donc possiblement des danses qui sont rentrées au Québec à l'époque de la Nouvelle-France. Et donc, comme ce sont des chansons, on va avoir beaucoup d'informations là, sur les rondes chantées qui entrent déjà dès la fin du 19e siècle. C'est des chansons qui tirent leur origine là, carrément là, du Moyen Âge parfois. Là. On peut regarder les thèmes des paroles, des choses qui parlent de châteaux. Donc, il y a beaucoup de cet univers médiéval-là dans ce répertoire-là qui est collecté à l'époque. Donc, ça, c'est une des types de danse qui va être collectée là, déjà là, dès les années 1860. Des personnes comme Ernest Gagnon, dans son ouvrage qui s'appelle Chansons populaires du Canada, va nous parler beaucoup des rondes chantées. Un peu plus tard, on a Édouard Zotique-Massicotte à Montréal, qui lui collectait aussi des chansons, mais qui va aussi parler quelquefois de danse. Et un peu plus tard, avec Marius Barbeau, qui organisait les veillées du bon vieux temps. Là, on est rendu dans les années 1910-1920, mais il va avoir un regain d'intérêt là, pour la danse. On va commencer à avoir des petites descriptions. Ils vont nous faire des hypothèses aussi sur l'origine de certaines danses qu'ils vont observer. On a quelques bribes d'informations à travers des correspondances qu'ils vont faire, à travers des articles de journaux qu'ils vont publier ou des conférences qu'ils faisaient à l'époque. Mais somme toute, c'est très, très fragmentaire. Il faut attendre 2 femmes, en fait, dans les années 40 pour avoir les premières collectes détaillées de danse traditionnelle. C'est Madeleine Doyon et Simone Voyer, qui sont vraiment les pionnières de la collecte de danse et qui vont carrément... Madame Voyer a fait un livre avec des schémas entiers pour pouvoir se retrouver là, dans les danses. Et donc, c'est vraiment à partir des années 1940 là, qu'on commence à avoir des descriptions bien détaillées. Là, mais c'est assez tard, au final, considérant le fait que la collecte de chansons a lieu depuis les années 1850 là, environ. Fascinant, une source extraordinaire quand même, là, de pouvoir justement voir les mouvements aussi, plus que les chansons en elles-mêmes. Est-ce que vous avez rencontré, j'imagine, des difficultés pour documenter? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir qui ont malheureusement pas été... vous n'avez pas encore trouvé ou il y a des choses que vous auriez aimé documenter, mais malheureusement, il n'y avait pas de source là-dessus? Absolument. Il y a beaucoup... on a parlé tout à l'heure du fait que le clergé avait beaucoup de difficultés avec certaines danses qui étaient vues comme indécentes. Donc, évidemment, dans les sources historiques, on n'a pas énormément de gens qui vont se vanter d'avoir dansé, surtout en milieu rural. Donc, on a très, très peu de choses. Et quand on en a, c'est très,
très en surface. On va nommer aussi, ça arrive qu'on nomme les danses qu'on fait, mais c'est très rare qu'on va les décrire. Donc, on peut avoir une idée qu'on dansait telle danse à telle époque, mais comment on la dansait, cette danse-là? Est-ce qu'elle était faite un peu comme on l'a fait aujourd'hui? Ben, on a très, très peu d'informations là-dessus. Et ce qui est très dommage, c'est que comme les collectes plus détaillées ont commencé dans les années 1940, ben, tout le répertoire qu'il y a avant ça, on sait qu'il existe de nom, mais on n'a aucune façon, ou en tout cas très, très peu de moyens pour avoir une idée de à quel point c'était répandu, comment c'était dansé, combien de personnes participaient à telle danse, etc. Donc, il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. Grâce aux sources européennes, donc des sources aussi aux États-Unis qui faisaient beaucoup de manuels de danse, on est capable d'aller chercher des danses similaires pour avoir une idée de un peu comment ça se produisait au Québec. Mais c'est clair qu'il y a une énorme richesse qui a été perdue à cause de la situation des collectes tardives, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là, qu'on n'a pas de ce côté-là. Ceci dit, depuis les années 40, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont été gagnées. On connaît beaucoup les 7 carrés aujourd'hui parce que c'était une danse qui était populaire à cette époque-là, donc au moment des collectes de danse. Et ça, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Les callers aujourd'hui sont là, mais ouais, il y a un flou là, au 19e siècle là, concernant le détail de ces danses-là. On a très, très peu d'informations. Tout ça, c'est fort fascinant. La question sur toutes les lèvres, c'est quand pensez-vous publier votre livre? C'est une excellente question. J'en suis sur les dernières recherches. Donc là, j'aimerais rencontrer plus de callers et callers pour faire des entrevues parce que je pense que les sources écrites ont livré ce qu'elles avaient à livrer. Mais comme le sujet est directement lié à la tradition orale, ben, on se rend compte que parler à des musiciens, parler à des gens qui font un peu partie de cet héritage-là, ça va sûrement apporter beaucoup, beaucoup de réponses et ça en apporte déjà beaucoup à travers les entretiens que j'ai faits. Donc, j'en suis à cette dernière étape-là. On espère que peut-être l'année prochaine, là, la rédaction devrait être achevée. Donc, ça a été un projet assez extraordinaire, mais qui continue. Là, oui, encore au moins une année, mais bientôt, on devrait voir la lumière au bout du tunnel. Bien, on a déjà hâte. Je vous remercie pour cette belle entrevue, Olivier Paré. Ça a été un plaisir de découvrir avec vous la danse traditionnelle au Québec. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci de l'invitation encore une fois. Donc, j'espère que cela vous a donné le goût à nos auditeurs, nos auditrices d'aller danser un cotillon à la prochaine occasion. Je m'appelle Maude Bouchard-Dupont, je suis historienne et animatrice. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette entrevue sur les ondes de Radio Ville-Marie pour cette édition hebdomadaire de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.